Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en mission aux États-Unis d'Amérique. Il était hier samedi au siège de la Banque mondiale où il a eu une séance de travail avec la MIGA, l'institution financière en charge de la garantie de l'investissement, entend renforcer son appui aux initiatives des secteurs privés internationaux vers la Côte d'Ivoire. L'hôpital Mère-Enfants de Bingerville a enregistré ses premiers nouveau-nés. Il s'agit de 5 enfants qui ont reçu hier samedi la visite de la représentante de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Ils seront pris en charge totalement pendant 1 an par la fondation et sa présidente, Mme Dominique Ouattara. Bien sûr, la police nationale poursuit son combat contre les incivilités. L'unité des régulations de la circulation a intercepté un véhicule portant l'immatriculation trafiquée d'un diplomate accrédité en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la police, à la brigade mondaine, la brigade des bonnes mœurs, les actions qu'elle mène pour assainir notre société. Notre invité est le commissaire de police de première classe, Digbe Blech Eugène, commandant la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan. Commandant, bonjour. Bonjour, monsieur Assa. Bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour les échanges. Commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré vendredi le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux présidents ont échangé sur la sécurité et les projets de développement à Ouattouré. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent d'excellentes relations de coopération. Et pour revisiter les différents compartiments de cette coopération, les rencontres au plus haut niveau se succèdent. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu pour la 3e fois le vendredi 20 avril par son homologue français Emmanuel Macron, après les rencontres de juin et août 2017. Au cours de ce tête-à-tête qui a duré près d'1 heure, les deux chefs d'État ont fait le point sur la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place d'un centre de formation en Côte d'Ivoire et le projet du métro d'Abidjan. Nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Le chef de l'État s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Mes relations personnelles avec le président Macron, comme vous le constatez, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Répondant à une question de la presse sur la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, il faut le rappeler, se sont également entretenus le 30 novembre 2017 au palais présidentiel à Abidjan, en marge du sommet Union africaine-Union européenne. À cette occasion, ils ont procédé au lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan.
Un projet structurant qui va renforcer la fluidité du transport dans le district d'Abidjan. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en mission aux États-Unis d'Amérique. Il était hier samedi au siège de la Banque mondiale où il a eu une séance de travail avec la MIGA, l'institution financière en charge de la garantie de l'investissement, entend renforcer son appui aux initiatives des secteurs privés internationaux vers la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La MIGA, c'est l'agence multilatérale de garantie des investissements, une branche du groupe de la Banque mondiale. Sa mission principale, accroître l'investissement direct étranger et apporter des solutions d'assurance aux investisseurs et prêteurs contre les risques politiques. Ce samedi, à Washington, la vice-présidente Keiko Honda a une séance de travail avec la délégation ivoirienne. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de présenter l'approche offensive de la Côte d'Ivoire en matière de recherche d'investisseurs. La transformation de l'anacarde est une vraie question. On a environ 6% de transformation donc de notre anacarde. On ambitionne donc dans les 2-3 années de passer à 50% de transformation. Nous avons pris des mesures donc réglementaires donc cette année qui font que les exportateurs d'anacarde sont obligés de réserver 15% donc de l'anacarde pour l'industrie locale. Mais il faut créer les conditions et inciter, donc je dirais, cette industrie locale à se développer, qu'il y ait des investisseurs qui viennent, qui investissent, que l'on crée toutes les conditions pour qu'il en soit ainsi, donc, etc. Donc c'est pour cela que je crois qu'en plus de l'idée classique où des investisseurs vous saisissent, comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir capter des investissements dans des secteurs qui sont hautement prioritaire donc pour les Ivoiriens. Vous savez que l'anacarde a ceci de particulier, c'est que la transformation donc induit, là où je dirais, un besoin d'emploi relativement énorme, notamment donc de femmes. Et je crois que nous devons travailler donc sérieusement, je dirais, donc dans ce secteur. Une approche saluée par l'institution financière qui s'est engagée à accompagner le pays. La Côte d'Ivoire est la deuxième destination en termes d'investissement en Afrique au sud du Sahara. Nous espérons travailler avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs qui sont d'intérêt pour le gouvernement ivoirien. Il y a les questions de la construction d'infrastructures sanitaires, il y a aussi les questions d'énergie et surtout l'agrobusiness qui est un secteur très important pour le gouvernement ivoirien afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée et aussi, surtout, répondre aux besoins de création d'emplois. Autre temps fort de cette journée, la signature de l'accord d'un montant de 107 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour booster le secteur anacarde. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, était en visite de travail en Jordanie. Il s'agissait pour lui de redynamiser la coopération bilatérale avec ce pays. Michel Digré. C'est un pays qui partage la même philosophie que la Côte d'Ivoire. Il est ami de tous, ennemi de personne. C'est l'une des raisons majeures qui justifie la présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères en Jordanie. Ce pays situé dans le Moyen-Orient et qui joue un rôle important dans la résolution des conflits dans cette partie du monde. Environ 3 millions de réfugiés palestiniens et syriens vivent en Jordanie. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir des consultations politiques avec ce pays qui peut nous aider dans notre rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité. Car comme vous le savez, à l'agenda du Conseil de sécurité, il y a la question palestinienne. Et en ce moment, comme une question brûlante, la question de la Syrie. Dans un environnement régional particulièrement difficile, les performances de l'économie jordanienne ont été supérieures aux attentes. La Côte d'Ivoire entend accroître sa coopération économique avec ce pays. C'est l'une des décisions prises au cours de la séance de travail entre la délégation conduite par le ministre Marcel Amontano et celle de son homologue jordanien. Je leur ai dit que la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la modernisation de notre économie, c'est maintenant de transformer nos matières premières sur place
et qu'on pourrait voir dans quelle mesure des hommes d'affaires jordaniens pourraient venir, dans le cadre d'une joint venture avec des hommes d'affaires ivoiriens, installer des usines de transformation de cacao, d'anacarde et de bien d'autres produits en Côte d'Ivoire. La coopération pourrait également s'accentuer sur le plan militaire. La Jordanie a une frontière commune quand même avec la Syrie. Israël est en face de la Jordanie. Ils ont une frontière commune avec l'Irak. Et malgré cela, il règne une très bonne sécurité dans ce pays. Ils ont une académie militaire réputée. Et le ministre m'a proposé que nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions former des militaires ivoiriens en Jordanie et intensifier la coopération au niveau du renseignement. Cette visite du ministre Marcela Montano s'est achevée par un dîner au consulat de Côte d'Ivoire en Jordanie pour sceller cette redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays. Ici, en Côte d'Ivoire, et allons au deuxième grand titre de cette édition. L'hôpital Mère Enfants de Bingerville a enregistré ses premiers nouveau-nés. Il s'agit de 5 enfants qui ont reçu hier samedi, aux côtés de leurs mères respectives, la visite de la représentante de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Selon Mme Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa en Côte d'Ivoire, ces 5 enfants seront totalement pris en charge pendant 1 an par la fondation et sa présidente, à savoir l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin, reportage. 5 nouveau-nés à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, venant de 4 mères, dont 2 enfants jumeaux, vous l'avez compris. Nous sommes samedi pratiquement en fin de matinée quand ces 5 bébés et leurs mamans respectives reçoivent la visite de Mme Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa, section Côte d'Ivoire, au nom de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une visite qui visiblement fait chaud au cœur des génitrices de ses enfants, à l'image de Estelle Kofi qui, très émue, ne trouve pas assez de mots pour dire merci à la première dame pour toutes ses actions en vue du bien-être des enfants et de leur mère. Je dis aux autres mamans vraiment de venir ici, que vraiment ici il y a l'accueil, il y a la joie. Je ne sais pas, qu'elles viennent ici seulement, parce que depuis que je suis arrivée ici, tout le monde est autour de moi. Aussi heureuse de cette visite, la directrice médicale et scientifique de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Elle y voit surtout un honneur à la dimension des causes nobles dont l'épouse du chef de l'État fait sienne en tant que présidente de Children of Africa. Nous sommes vraiment tous très heureux. Toutes les équipes médicales et paramédicales de l'hôpital Mère-Enfant sont très heureuses. Et vous auriez dû assister à la joie qui a accompagné chaque naissance, de la première à la 5e naissance. C'est une semaine qui est très symbolique pour nous parce que nous avons eu 5 bébés, 5 très très beaux bébés. Les mamans sont très heureuses de l'accueil, de la qualité des soins et nous avons aussi opéré 5 enfants cette semaine. Donc les activités de l'hôpital ont bien démarré et tout le monde est très content de partager ça. À travers cette visite, il s'agit pour la première dame d'apporter son soutien aux 5 nouveau-nés. Un soutien qui se traduit par leur prise en charge totale pendant 1 an. Nous sommes venus à l'hôpital Mère-Enfant parce que cette semaine, nous avons eu les premières naissances de l'hôpital. Donc Mme Ouattara nous a dépêchés, m'a demandé, moi, en tant que directrice de la fondation, de venir féliciter ces mamans, apporter un cadeau à ces mamans et voir ces magnifiques bébés et leur annoncer que la fondation prenait en charge ces bébés jusqu'à leur premier anniversaire. Tous leurs soins seront gratuits ici. L'un des 5 enfants visités portera, selon la promesse de sa mère, le prénom du président Alassane Ouattara. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville constitue l'une des réalisations de Children of Africa. Il est ouvert à tous les patients, mais surtout consacré aux maladies infantiles et aux soins complets dédiés aux femmes de tout âge. Après son inauguration le 16 mars dernier, il passe dorénavant dans sa phase opérationnelle avec cette visite de la représentante de la présidente de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
Jérôme Kofi, à Bolin, tout autre chose, 25 femmes entrepreneurs dans divers secteurs d'activité ont reçu des chèques d'un montant de 354 millions de francs CFA pour accroître leurs affaires. Ce sont des prêts provenant du fonds de 5 milliards de francs CFA mobilisés par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Justine Seydjike. Elles sont au nombre de 25 femmes chefs d'entreprise à recevoir des chèques d'un montant global de 354 millions de francs CFA, allant de 4,5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Notre objectif, c'est de travailler sur l'assainissement de la ville d'Abidjan. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir commencer la première phase de lancement de ce beau projet que nous souhaiterons réaliser assez rapidement. C'est le deuxième groupe de femmes dont les projets ont été sélectionnés par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire sous la conduite du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Je souhaiterais en tout cas féliciter très sincèrement toutes les femmes récipiendaires parce que je sais que c'est un processus qui n'est pas aisé, qui est ici sélectif. Et je pense que vous avez fait montre de courage, vous avez cru en votre business, vous avez fait preuve d'opiniâtreté et également c'est ce qui est le résultat aujourd'hui de cette remise des chèques. À ce jour, 35 femmes ont reçu des prêts de 614 millions de francs CFA dans le cadre du projet Fonds de soutien aux femmes entrepreneurs d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation sur l'immigration clandestine a eu lieu dans la commune d'Abobo, ici dans le district d'Abidjan. Le centre d'accueil d'information d'orientation des migrants veut ainsi lutter contre toute forme d'immigration des jeunes. Patricia Omo-Etia. Ils sont encore nombreux à défier les vagues de l'océan Atlantique en pirogue pour retrouver les côtes européennes. Malgré le nombre de victimes, certains paient jusqu'à 400 000 francs CFA pour embarquer dans les pirogues. Le centre d'accueil d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants est un projet de l'État de Côte d'Ivoire. Vu le nombre important de décès sur la Méditerranée, le ministère de l'Intégration, avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avons décidé de sensibiliser tous ces jeunes sur les risques que représente le voyage clandestin. Il est important pour nous de faire passer ce message à toute la jeunesse ivoirienne pour qu'elle se rende compte que rester en Afrique n'est pas une fatalité ni une fin en soi et qu'il est quand même possible de s'en sortir ici. Il suffit juste d'une organisation. Ce centre sensibilise les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. Nous avons compris le bien-être, en tout cas d'être au pays ici, faire des efforts pour pouvoir s'auto-employer. Mais quant au gouvernement, c'est à eux aussi de prendre les responsabilités pour nous encourager dans notre initiative. Selon les leaders religieux et les chefs de communauté, l'immigration clandestine est un suicide. Les jeunes doivent rester au pays et s'investir dans différentes activités économiques. Nous-mêmes, on peut chercher pour nous ici, on allait souffrir comme un esclave vraiment en Europe. Dis à nos enfants de prendre conscience de leur vie. On est encore mieux ce soir et on gagne tout ce soir. S'expatrier et puis revenir les mains vides et puis accuser l'humanité, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Cette sensibilisation sur l'immigration clandestine a permis aux jeunes d'Abobo de prendre part aux discussions et de proposer des alternatives vis-à-vis de l'immigration. Le comité international de la Croix-Rouge a organisé un panel de haut niveau en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD. Impact combiné du changement climatique et des conflits armés dans le Sahel est le thème retenu pour cette rencontre. Adrienne Grascado. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont exposés à des catastrophes dues aux effets des changements climatiques. Selon la stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, les sécheresses et les inondations affectent plus de 34 millions de personnes sur l'ensemble du continent africain. 19 millions de victimes sont en Afrique de l'Ouest. Une situation qui préoccupe le Comité international de la Croix-Rouge, CICR,
Il vient d'initier un panel de haut niveau en partenariat avec la Banque africaine de développement sur l'impact combiné du changement climatique et des conflits armés dans le Sahel. Il est plus que temps de parler de ce qui se passe là-bas, de s'assurer que toutes les organisations responsables, que tous les acteurs qui pourraient jouer un rôle positif pour soutenir les populations soient au courant. Il y a de plus en plus de populations qui, à cause des conflits, qui, à cause de la sécheresse, sont obligées de quitter leur zone d'origine. Et là aussi, le CICR va venir en aide, assister ces populations avec de l'assistance alimentaire et non alimentaire. On s'est rendu compte que le désert a avancé dans le nord et qu'il fallait lutter avec d'autres pays sur ce genre de phénomène. Il y a l'érosion côtière également. Donc une des initiatives prises fut de faire en sorte que la Côte d'Ivoire adhère à cette organisation. Et depuis lors, beaucoup de programmes sont déployés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et même dans le sud. Les panélistes ont apporté leur contribution dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ces contributions portent entre autres sur la mise en place de mécanismes de financement par les États. Dans l'actualité également, le canton de Niablé vient de célébrer sa traditionnelle fête d'Ignam. Les festivités se sont déroulées dans la liesse populaire. La nouveauté cette année, la fête d'Ignam a été couplée au Festival des frontières. Eugène Atoubé y était pour RTI 1. De tous les 13 villages qui composent le canton de Niablé, c'est Zounou, à 6 km de Niablé, qui a ouvert les festivités de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume de l'Indénié. Autant dans les habitations que chez le chef du village lui-même, l'igname était inscrite à tous les menus. Le précieux tubercule auquel est très attaché le peuple indénien retrouvait son droit à la consommation et annonce le début de l'année nouvelle dans le canton. Les ignames, en tout cas, on ne peut pas faire pour beaucoup d'hommes. On fait simplement auprès du trône. On fait foufou, et puis on met ça à côté du trône. Maintenant, ceux qui sont entourés là-bas doivent goûter un peu. Maintenant, après ça, on peut préparer un peu de tout. Avant que le chef ne goûte la toute première igname qui déclenche la nouvelle année, si quelqu'un dépose une igname au dehors pour la vendre, cette igname est saisie et complètement conduite à la cour royale. Ça, c'est un bien du chef. C'est-à-dire la personne enfreint à la loi. Vous pouvez aller à Niablé, vous allez parcourir le marché, vous n'allez pas trouver une seule personne, une seule commerçante en train de vendre des ignames parce que le chef canton n'a pas encore dégusté. À Niablé, siège du canton, tout le dispositif de la fête est déjà en place. Avec majesté, les chefs de village arrivent de leurs localités respectives, répondant au rassemblement. Petit moment d'échange avec le chef du canton, puis direction la cour royale. Le rituel est solennel, rythmé et coloré, sur des accents de théâtralité. Le chef d'Afalukro conduit une première délégation. Aussitôt après, la reine-mère et d'autres femmes de la cour. Elles font leur entrée. Le chef du canton, Nana Kwaku, le patient 3, ferme la marche. Il est accueilli dans l'extase et la liesse à la cour royale. Un moment de communion des filles, fils et population vivant dans le canton de Niablé avec leur chef. Un moment aussi fort de symboles et de signification. Pour nos enfants, nos petits-enfants doivent savoir pourquoi la fête des ignames, à quel moment ça se passe. C'est le fondement même de notre culture, c'est la richesse de la culture du peuple Agni de l'Indénié. Il faut que les filles de cette région puissent s'entendre pour pouvoir travailler et développer leur région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui lorsque nous fêtons la fête des ignames. La fête d'Ignam dans le canton de Niablé, intégrée cette année au Festival des frontières, le Festina, a révélé sa double vocation. D'abord, moyen de valorisation et promotion de la culture locale. Ensuite, vecteur de brassage, de cohésion sociale et de paix. Et dans l'esprit des populations ressortissants et natifs de Niablé, la fête d'Ignam dans cette localité est déjà une institution.
Eugène Atoubé, l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS a accueilli vendredi le premier round des concerts du FEMUA. Sidonie la Tigresse et bien d'autres artistes ont fait danser leurs nombreux fans. Le deuxième round a eu lieu hier samedi avec d'autres artistes dont Lokwa Kanza, Issa Yeo Jodan. Marcory, Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Premier round des spectacles du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambou. Ce vendredi, 7 stars de la musique africaine font vibrer leurs fans. La première note est traduite moderne. Sidonie la Tigresse fait parler sa fille sur scène. Le public bien installé accueille ensuite la voix venue de Bamako. Première participation au FEMUA. Mbouye Koïté, prix découverte RFI 2017, étale son talent. Dub Inc., les leaders Kejivara et Sidiki Diabaté mettent le stade de l'INJS à leurs pieds, à la grande satisfaction du public. Le spectacle qui s'est achevé au petit matin va se poursuivre ce samedi avec 7 autres stars, dont Lokwa Kanza, qui célébrera pour l'occasion son 60e anniversaire. 15 icônes de la culture ivoirienne, entre autres, Luxon Pado, Balena Guédé, Isaïe Biton Koulibaly ont été sélectionnés pour bénéficier des 300 000 francs CFA de pension présidentielle. Ils s'ajoutent aux 47 autres anciens bénéficiaires. Franck Kouadio. Un air bien connu, l'ode au travail du professeur de biologie et artiste-compositeur Paul Sémien Orou. Et cet autre air, magnifiant le président Houphouët-Boigny. Le fils de Yao Tano Édouard avait 12 ans quand son père le composait. De bonnes raisons d'écouter ces créations qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien depuis 2014 accompagne les icônes de la culture ivoirienne avec une rente viagère de 300 000 francs CFA. Ils sont 15 nouveaux bénéficiaires pour cette année. Il complète une liste de 47 bénéficiaires. Je suis heureux comme tout récipiendaire, surtout être reconnu par le pays, être reconnu par la nation. Moi, je suis privilégié. Je ne s'attendais pas à ça. Je pense que le président peut remercier le président de la République. S'il continue comme ça, je pense que la culture ivoirienne va se développer. Pour la musique, Seya Luxon Padou, Monseigneur Pierre-Marie Coty, l'art pictural avec Samir Stenka, Bayoussouf pour la céramique ou encore Maïdjiré. Presque tous des seniors, mais le lien n'est pas pour autant rompu avec l'ère du temps. La musique religieuse, liturgique, mais aussi celle urbaine avec le zouglou et le coupé décalé célébré à travers Aimé Zébier promoteur, Billy Didier, Angelo Kabila et le Mola. On n'est plus dans le genre musical, on parle de l'État de Côte d'Ivoire qui encourage tous les acteurs culturels qui font des efforts. Et donc si on a une distinction de notre État, ça nous demande juste d'avoir plus d'humilité pour continuer à faire les choses. Je voudrais dire à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que je suis que la patrie qui porte cette médaille, mais cette médaille est la leur. C'est juste pour les inciter au travail, parce que l'État nous demande qu'elle est reconnaissante. Une fête de la culture dans son ensemble, le ministre Maurice Badama en détermine la symbolique. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e cérémonie solennelle d'admission des récipiendaires et des bénéficiaires de la pension présidentielle. Et notre programme, notre ambition, c'est de faire figurer cette pension dans le corps du budget de l'État de Côte d'Ivoire, afin que cette volonté de l'État soit sécurisée et soit matérialisée par une pérennité. Le donner et le recevoir, les icônes bénéficiaires d'hier et d'aujourd'hui
ont exprimé leur remerciement au chef de l'État Alassane Ouattara avec ce que la nature leur a donné, leur talent et leur inspiration, comme tout bon artiste. Autre titre de cette édition, la police nationale poursuit son combat contre les incivilités. L'unité de régulation de la circulation de la police a intercepté un véhicule portant l'immatriculation fausse d'un diplomate accrédité en Côte d'Ivoire. Interpellé, il conduira la police à Adjamé Mirador sur les traces de ses complices qui géraient un atelier de fabrication de fausses plaques d'immatriculation. Leurs matériels ont été saisis, ils ont eux-mêmes été appréhendés. Abou Sanogo. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'opération de lutte contre les incivilités. Opération qui inclut la lutte contre les plaques banalisées. Cet individu circulait à bord d'un véhicule dans le district d'Abidjan muni d'une fausse plaque d'immatriculation de l'ambassadeur du Burkina Faso accrédité en Côte d'Ivoire. Mais il sera vite interpellé par les éléments de l'unité de régulation de la circulation. Conduit à la préfecture de police d'Abidjan, interrogé sur ces faits, il a dit qu'il a acheté cette plaque d'immatriculation avec un individu. Et c'est seulement un surnom qu'il a donné. On l'a appâté et il est venu à notre rencontre à Cocody, non loin de la gendarmerie, où il a été interpellé. Ce dernier, interrogé sur la provenance de cette fausse plaque d'immatriculation, va coopérer avec la police, qui réussit à mettre la main sur ses complices. Ils seront surpris dans leur atelier de fabrication au moment où ils s'apprêtaient à écouler d'autres plaques d'immatriculation. Leurs matériels sont saisis, ainsi que plusieurs fausses plaques d'immatriculation à Adjamé Mirador. Cette plaque est unique, en tout cas pour le corps diplomatique en Côte d'Ivoire ici. Le 122 représente l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et le CMD que vous voyez là, ça veut dire chef de la mission diplomatique. Et le 1, c'est bien le premier responsable de l'ambassade du Burkina. 4 individus ont été interpellés. 3 d'entre eux répondront des chefs d'accusation de faux et usage de faux, fraude fiscale et concurrence déloyale. L'individu appréhendé à bord du véhicule avec la fausse plaque d'immatriculation sera poursuivi pour usurpation de titres. Et très belle transition. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la police, mais à la brigade mondaine, la brigade de bonnes mœurs, les actions qu'elle mène pour assainir notre société. Notre invité est le commissaire de police de première classe Digbe Blech Eugène, commandant la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan. Commandant, merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Abou Sanogo qui nous présente la brigade mondaine. La brigade mondaine est un service administratif de la police nationale rattaché à la préfecture de police d'Abidjan. Appelé à l'origine service de protection des mineurs et des mœurs. Aujourd'hui, la brigade mondaine est un service spécialisé dans le contrôle de la régularité de la création des établissements recevant du public, les débits de boissons, les hôtels, les maisons garnies et les pensions. Son fonctionnement est régi par 2 principales lois, à savoir la loi portant code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et la loi relative à la réglementation des hôtels garnis et pensions. La brigade mondaine lutte contre les occupations anarchiques de la voie publique par les débits de boissons, l'alcoolisme en général et particulièrement contre celui des mineurs, combat la prolifération des boissons prohibées, lutte contre l'emploi des mineurs dans des débits de boissons, contrôle la régularité de la création des établissements recevant du public au regard des dispositions réglementaires en vigueur. Procède au renforcement du contrôle administratif des hôtels, maisons garnies et pensions. En cas de défaut de licence d'exploitation des hôtels, maisons garnies et pensions, dresse une liste des établissements concernés avec un rapport au ministre du Tourisme afin de procéder à la fermeture provisoire des établissements mis en cause. La brigade mondaine est compétente pour lutter contre le racolage actif, les atteintes à la pudeur, le proxénétisme et la prostitution, et procède aussi au démantèlement des réseaux de trafic de filles, les atteintes à la bonne moralité,
Initialement compétente en matière de protection des mœurs et des mineurs, la brigade mondaine depuis octobre 2006 ne s'occupe que de lutter contre les atteintes aux bonnes mœurs. Sa compétence s'étend dans les limites de la zone de compétence de la préfecture de police d'Abidjan, c'est-à-dire toutes les communes et sa banlieue. Commandant, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, je crois que le document est parfait. Oui, votre parfait. Champ d'intervention est très vaste. Oui, Abidjan, le grand district d'Abidjan et toutes les banlieues, je crois qu'elles sont au nombre de 11 que nous couvrons. Oui. Alors, trafic d'êtres humains, proxénétisme, Abou Sanogo en a parlé tout à l'heure, nuisance sonore, garantit la tranquillité publique. En un mot, vous luttez contre les atteintes à la moralité publique. Oui, les atteintes à la moralité publique, mais surtout nous défendons les droits de cette gente de personnes qu'on appelle les femmes, puisque le trafic d'êtres humains, qui est notre bataille principale, concerne la majorité des femmes âgées entre 14 et 23 ans. Ensuite, le proxénétisme, qui est une manière d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles. Et puis encore un dernier point important, c'est les abus sexuels. Très bien. Alors, commandant, vous le disiez à l'instant, le trafic d'êtres humains est donc une réalité ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est malheureusement une triste réalité. Les statistiques sont avec moi. Et je crois que ça concerne beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest est concernée. Oui, en majorité, mais il y a des pays qui émergent. Je crois que sans offusquer les gens, il y a le Nigeria qui est en tête. Puisque nous travaillons sur cette question avec les autorités consulaires du Nigeria. Le Nigeria en tête, suivi par moment du Ghana, quelques Béninois. Pour preuve, pour l'année 2017, plus de 100 et quelques fillettes ont été extirpées des ghettos disséminés dans les quartiers précaires d'Abidjan, qui ont été remises à leur service consulaire. Ensuite, une dizaine de trafiquants ont été saisis pour être conduits devant le parquet. Et je crois 40 proxénètes, des dames en majorité, sont actuellement à la maison d'arrêt de correction. Et ces fillettes proviennent de ces pays? Nous n'allons pas nous étaler à les Oui, citer. elles proviennent en majorité du Nigeria. Très bien. Alors, donc vous travaillez souvent avec les ambassadeurs, je dirais, de ces pays, lorsque vous saisissez ces jeunes filles? Oui, vu l'aspect critique du fait que c'est le Nigeria qui est en tête, je travaille directement en parfaite collaboration avec ces autorités, surtout le service du consulat, qui connaissent les statistiques que nous avons. Ils viennent souvent les prendre. Quand ils ont des victimes avec eux, comme tout à l'heure dans le film, ils nous conduisent les fillettes, les victimes de ces pratiques, et nous menons nos investigations pour arrêter les coupables. Donc l'ambassade suit, en fait, avec moi, le travail. Voilà, nous n'allons plus citer ces pays. Alors, à l'origine, quelles sont les promesses de ces trafiquants? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour appâter ces jeunes filles? Ils abusent, je crois, de la naïveté des filles. Hein. Ils leur promettent du bon boulot à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, c'est l'Eldorado de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils promettent des bons boulots bien rémunérés à ces filles et qui viennent directement sans prévenir leurs parents pour la plupart. Et quand elles arrivent, ces victimes-là, elles découvrent qu'elles sont sur le point d'être injectées dans la filière de la prostitution. Et souvent, c'est difficile, elles ne peuvent plus se défaire. Les quelques cas que nous traitons, il y en a qui arrivent à s'échapper des ghettos et nous sommes obligés d'intervenir. Et ce sont ces filles, certainement, qui vous donnent quelques informations, oui, voilà, en facilitant vos tâches. L'année passée, on a arrêté 2 cars qui sont venus de Lagos. Il y avait 12 filles à bord, avec des numéros de téléphone de leur future madame. C'est le terme qu'elles emploient. Les madames, c'est-à-dire les proxénètes qui vont les acquérir à 300 000, 400 000, qui les payent comme des marchandises. Donc nous avons utilisé ces numéros-là et nous avons arrêté les 7 dames proxénètes qui sont actuellement au cabinet d'instruction au parquet d'Abidjan. Alors, on va parler maintenant de racolage, c'est-à-dire Abou Sanogo en parlait également, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont dans tous les coins des rues. Alors, que faites-vous pour combattre ce fléau? Quelles sont les communes les plus visitées? Bon, le racolage, je crois que c'est un délit prévu et puni par le code pénal. Leur présence répétée, gênante, encombrant la voie publique, nous les interpellons. Nous avons des équipes outillées en la matière qui les traquent, qui les arrêtent. Nous les envoyons à la préfecture, au bureau,
Nous avons une base de données, on les identifie, on les photographie et on insère tout ça dans les bases de données. S'il y en a qui ont été déjà prises 2 fois, 3 fois, qui ne veulent pas abandonner la rue, nous faisons leur procédure et puis nous les déférons au niveau du parquet. Et quelques statistiques, par exemple en 2017, 96 racoleuses ont été prises. Mais en 2017? Oui, ça c'est 2017. 96 ont été prises, plus 35 travestis. Mais les racoleuses, 12 ont été conduites devant le parquet pour récidive. Et je crois que ça peut les inciter à abandonner la rue. Alors, quelles sont les communes les plus visitées? Bon, en grande partie, il y a Marcory zone 4. Il y a aussi un autre lieu qui se développe là, c'est le centre commercial depuis un moment. D'où? Marcory aussi. Marcory a 2 zones maintenant, zone 4 et centre commercial, non loin du 3e pont. Ensuite, il y a Cocody, entre parenthèses, le Vallon, 2 plateaux engrais. Et puis Yopougon. D'accord, vous connaissez ces communes, alors ça vous permet d'agir facilement. Oui, bon, vous savez, ces racoleuses, ces jeunes filles, elles développent aussi des stratégies. Bon, nous, comme nous travaillons pour la plupart en tenue civile, je crois que nous arrivons à les interpeller beaucoup. Alors très bien, il ne s'agit pas de les appréhender, les mettre en prison. Est-ce qu'il y a des organisations non gouvernementales, des services sociaux pour faire sortir ces jeunes filles des rues? Parce que votre objectif, ce n'est pas de les arrêter. Vous êtes policier, c'est vrai, les faire mettre en prison. Ce serait l'idéal, en fait. Je connais quelques ONG, j'ai eu à travailler avec eux, mais ces ONG-là font généralement du suivi médical. C'est-à-dire recenser ces filles, pour les prévenir des MST, VIH-Sida. C'est sur un plan purement médical-social. Nous faisons du pénal. Donc, nos actions ne convergent pas. Les ONG se chargent du côté médical, du suivi médical, nous. Et leur réinsertion, bon, c'est vrai, vous êtes policier. Oui, ça, c'est un débat qui me dépasse, leur réinsertion. Tout à fait. Mais je crois que l'objectif de ces ONG, c'est de pouvoir mieux les canaliser. Voilà, les insérer. Je crois professionnaliser leur métier. L'année passée, j'étais à un séminaire à Bassam, justement, il en a été question. Ça se fait déjà dans certains pays, je crois, de la sous-région, où les prostituées sont professionnalisées. Ce n'est même pas interdit chez nous ici. Donc, il faut réglementer, en fait. Mais pour l'instant, au niveau de la professionnalisation, ce n'est pas le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, justement, la vente des vidéos pornographiques dans les coins de rue, vous combattez également cela? Oui, et c'est aussi une de nos missions qui porte atteinte à la moralité publique. Le mercredi 18, je crois, si vous avez suivi, au cimetière municipal d'Abobo, il y a eu une incinération portant sur 15 000 CD que nous avons pris l'année passée dans tout le district. 15 000 CD qui ont été incinérés devant les autorités judiciaires, le CIAPOL, le ministère de l'Environnement, le district d'Abidjan. C'était pour marquer notre signal, pour dire que nous allons les combattre si ils continuent d'exposer. Et je crois qu'avant de mettre la tige enflammée sur les CD, le procureur qui représentait le parquet a dit que de continuer les opérations, d'aller même au-delà, d'attraper ceux qui les fabriquent, ceux qui les utilisent, parce que la loi est claire là-dessus, ça concerne toute la chaîne. Donc nous sommes motivés et je crois que nous allons remettre encore ces opérations-là. Alors, très bien. Au niveau des nuisances sonores, que faites-vous? Il y a trop de bruit à Abidjan, nous dit-on. Voilà. Oui, c'est la triste réalité. Je crois que nous en sommes bien conscients. Il y a trop de bruit, effectivement, à Abidjan. Notre lutte... Des bruits qui nuisent aux populations. Oui, les nuisances sonores. Je crois qu'en majorité, ce sont les bars, les maquis et les restaurants qui se sont installés de façon anarchique. Vous voyez, par exemple, quand on prend un total de 4 460 établissements, selon mes statistiques de l'année passée, mes services ont contrôlé, simplement contrôlé les différents papiers relatifs à l'exploitation de ces établissements. Seulement 59 ont des papiers réglementaires. Sur 400. Sur 4 460. 4 000. Oui, ça fait environ 1%, 1,23%. Les papiers, c'est quoi? C'est la licence d'exploitation. L'autorisation qui te permet d'ouvrir ton bar, ton restaurant, ton maquis. Ensuite, le certificat de protection civile pour des mesures de sécurité. De plus en plus, il y a des endroits, ces débits de boissons, où il y a des incendies qui se signalent. La dernière fois, c'était à Moussikro, il y a eu 6 corps.
Très bien. Alors, commandant, oui, sans vous arrêter, il n'y a pas que les bas et les maquis. Hein. Oui, les nuisances sonores aussi proviennent de beaucoup de confessions religieuses, des églises. Que faites-vous dans ce cas d'espèce? Oui, c'est la même mesure. Nous faisons des procédures. L'année passée, le parquet a ordonné la fermeture de 5 églises à Yopougon. Nous l'avons fait, ça a été fermé. La loi, elle s'applique dans toute sa dimension à tous ces débits de boissons et églises. Très bien. Vous avez suffisamment de moyens. Et puis, est-ce que vous avez un numéro vert pour vous joindre? Oui, on a un numéro vert, c'est le 21 20 0070, qui est la permanence centrale de la préfecture de police. À ce niveau-là, j'ai déposé le tableau de permanence, moi, de mon service, en cas de nuisance, que les populations contactent ce numéro qui va répercuter sur mon service et puis nous partons rapidement sur le terrain pour circonscrire le trouble. Intervenir et appeler surtout quand il est nécessaire d'appeler, ne pas appeler n'importe comment. Oui. Voilà, merci commandant. Voilà, c'est la fin du magazine de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé de la brigade des bonnes mœurs. Notre invité était le commissaire de police de première classe, Digbeuf Bleu Eugène, commandant la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan. L'édition a été supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur RTI 1.